Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h50. Voici les titres du journal. Une tombe profanée dans la ville de Bafia, dans le département du Mbamé-Inoubou, inhumée dans le caveau familial. Le corps de la défunte était toujours en place. Les auteurs de cette profanation ne sont pas encore identifiés. Explication à suivre dans ce journal. 16 milliards de francs CFA, montant injecté pour le financement des organisations non gouvernementales au Cameroun, révélé par l'Agence nationale d'investigation financière. Un financement jugé illicite par le ministre de l'administration territoriale face à la presse ce mardi à Yaoundé. Pendant ce temps, les citoyens se plaignent du non-respect de leurs droits au moment où l'on célèbre la Journée internationale des droits de l'homme. À une dizaine de jours de la fête de Noël, Douala ne brille pas encore de mille feux. La ville affiche une mine terne, aucune décoration ni le moindre signe pour annoncer les fêtes de fin d'année. Alors que les autres grandes villes sont déjà dans le bain des festivités à venir, nous avons parcouru quelques coins chauds de la métropole économique. Reportage à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à cette édition du 19h50. Les forces de l'ordre viennent de démanteler un gang spécialisé dans le vol et trafic de véhicules. Une organisation bien rodée avec des rôles bien définis. 4 suspects méditent actuellement leur sort derrière les barreaux grâce à la dénonciation d'un des leurs arrêté alors qu'il tentait d'apprivoiser une victime. Dans ce reportage, Karel Mezatiachoya et Serge Alain Zebou reviennent sur le mode opératoire. À chaque suspect son poster, tout comme son rôle dans la chaîne de ces voleurs et trafiquants de véhicules présumés. L'un d'entre eux, spécialisé dans le démontage d'engins roulants, a tenté de vendre un pare-choc à son propriétaire d'origine, mais ce dernier l'a reconnu et dénoncé à la police. Les forces de l'ordre ont tendu une embuscade au suspect qui est tombé dans le piège. Son exploitation a conduit la police sur le site où étaient cachés d'autres pare-chocs appartenant à des véhicules différents. Une chaîne de hors-la-loi bien organisée. Il y a ceux qui volent et ceux qui amènent le véhicule à atelier spécialisé pour transformer le véhicule pour qu'il ne soit pas reconnu dans une concession appartenant à notre suspect au lieu d'Inkwaban. Comme il y a de l'espace, ça n'attire pas l'attention. Le véhicule arrive là-bas, il change de physionomie, on ne peut pas le reconnaître quand il sort de là, il change de couleur, ils y mettent des fausses plaques. Et quand c'est fait ainsi, ils doivent l'écouler vers le septentrion. Ils ont des complices là-bas qui reçoivent les véhicules. Celui que nous recherchons était dans la localité de Kousseri. Et ensuite, ces véhicules sont écoulés. Le paradoxe voudrait qu'on se rende compte que même quand on prend cet itinéraire en sens inverse, on a la conviction que des véhicules sont volés de l'autre côté et nous sont aussi apportés. C'est le cas, vous allez voir, on a un véhicule neuf qui est là parce qu'on voit les suspects, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de moyens, ils ne peuvent pas s'offrir ce véhicule. Quand on voit combien il coûte, il est encore tout emballé. On arrive à la conclusion que certainement ces véhicules viennent de l'extérieur, ils les volent pour les vendre ici et les nôtres qui sont volés sont aussi vendus à l'extérieur. Des précisions supplémentaires ont été apportées sur les méthodes utilisées par ce gang. Il se servait des cartes grises et autres pièces fabriquées par des complices pour circuler nuitamment sans être inquiétés. Les cerveaux de cette organisation sont actuellement détenus. L'enquête se poursuit pour démanteler définitivement ce réseau et mettre la main sur ceux en fuite. À ce jour, 6 véhicules ont déjà été récupérés et 2 victimes ont été officiellement identifiées. Et à Bafoussam, les forces de l'ordre sont également au front contre le grand banditisme. Elles ont mis la main sur un gang spécialisé dans le trafic d'ossements humains. Les détails dans cet élément de notre correspondant Michel Solution Fauquois. Vivre de la mort est un business qui a de quoi s'inquiéter. C'est pourtant ce qu'ont choisi comme activité certains groupes de personnes. C'est régulièrement que des familles déplorent et se plaignent des profanations de tombes. Ils auraient été contactés par un commerçant à Douala qui les a passé la commande. Mais il se trouve qu'à la dernière minute, ce commerçant n'a plus voulu prendre les ossements. Parmi ce groupe, il y a l'un d'entre eux qui avait déjà fait une transaction de ce genre avec succès. Alors c'est lui qui était à la recherche de son ancien preneur. Malheureusement pour lui, l'ancien preneur n'était plus au Cameroun.
Il s'est donc retrouvé avec les ossements sans preneur. Le plus souvent à l'origine, il y a des gangs qui se spécialisent dans le trafic et le commerce des ossements humains. Une activité illégale qui finit bien souvent mal. C'est le cas d'un de ces groupes de trafiquants appréhendés récemment à Bafoussam sur les faits par des fins lignées. Ce groupe a profané une tombe au niveau de Bamenjou et ils ont déterré un corps. Ils étaient à la recherche d'un éventuel preneur dans la ville de Bafoussam. Grâce à nos correspondants, on a monté un stratagème et derrière Ndiandam, où les champs devaient se passer, on a mis la main sur ce groupe avec le butin que vous venez de voir. 45 millions, ça c'était le montant qu'ils avaient donné, puisque à l'un d'eux, ils ont promis la somme d'1 million, juste pour le contact avec la transaction, avec l'éventuel preneur. La présentation de ce gang et leur butin a été l'occasion pour les forces de maintien de l'ordre d'insister sur la nécessité de la collaboration entre les éléments de la sécurité et les populations pour mettre définitivement fin à ce scrabuleux business. Et une famille bouleversée après l'horrible découverte. La tombe de leur mère a été profanée quelques jours après son inhumation. Les faits se déroulent dans la ville de Bafia, département du Mbamé-Inoubou. Une histoire qui a ébranlé toute la ville. Les précisions dans cet élément de nos correspondants François Emoussi et Espoir Anissebaïha. La tombe profanée est de feu Micheline et Korong à Betchem, inhumée le 30 novembre dernier dans ce caveau familial. Hier lundi, la tombe a été profanée et les auteurs de l'acte odieux sont inconnus. Sa Majesté Lucien Ayouba Betchem, frère de la défunte et chef du village Fato 2, explique les circonstances de la découverte. Il était 7 heures du matin quand un de nos neveux vient nous appeler, nous qui étions à la grande maison familiale, nous demande de venir voir. Quand était notre surprise de constater qu'il y a un grand trou ici de ce côté. La tombe a été profanée, mais la dépouille était bien dans son cercueil. Les forces de la brigade territoriale et le substitut du procureur de la République près des tribunaux de grande instance de Bafia, présents sur les lieux, examinaient la situation. Querelles et mésententes dans la famille pendant les obsèques de Maman Micheline, désaccords sur le lieu de son inhumation, puis après profanation de sa tombe. L'inquiétude reste permanente. Le rituel de fossoyage, dans cette famille, c'est toujours l'aîné des garçons qui le fait. Les éléments de la brigade territoriale ont invité la famille à refermer à l'immédiat la tombe. Déjà, vous appelez votre équipe en présence des chefs et les membres de la famille, que nous tous, on se rassure que le tombeau sera refermé hermétiquement. C'est la première fois qu'une telle scène se produise au village Fato 2. Alors à présent, dans les marchés de charbon à Douala, là-bas, le sac de charbon est passé de 7 000 à 10 000 francs CFA. Plusieurs facteurs, selon les marchands, sont à l'origine de cette hausse, parmi lesquels les nombreux barrages routiers le long de la route reliant les forêts de Yabassi et Kribi. Les grossistes et détaillants révèlent que ces défis entravent les activités commerciales dans leur secteur. Corinne Jovialta-Sonkeng, Henri Tinda, reportage. Dans ce centre commercial de charbon au marché Ndokpassi dans l'arrondissement de Douala 3e, les vendeurs expriment leur frustration. Le charbon, produit obtenu du bois brûlé et principal combustible pour les fours, a vu ses prix doubler avec le temps. Le 5 litres de charbon était 800, le 3 litres de charbon était 300 et le petit bol de Nido aussi. Je ne connais pas le grammage, mais je crois que c'était 200. Maintenant, ça a doublé seulement le prix. Au cours des 4 dernières années, le prix d'un sac de charbon est passé de 7 500 francs à environ 10 000 francs. Les différents contrôles sur la route compliquent son approvisionnement dans la ville de Douala, apprend-on. En route, on trouve trop de difficultés. Il y a les barrages partout, les eaux et forêts, la gendarmerie, la police qui demandent des énormes sommes d'argent. Tu souffres pour que le charbon arrive et il faut aussi augmenter dans le sac de charbon pour avoir un peu quelque chose. Ce combustible qui devient presque inaccessible est pourtant très sollicité dans les ménages pour plusieurs raisons.
C'est un bon truc vraiment, maman. Quand le gaz finit, ça nous aide. Et c'est même plus que le charbon, plus que le gaz. Un temps de mouvement que la nourriture est déjà cuite. Si tu déposes même lui, tu t'amuses comme ça, là, ça va prendre feu. Oh, le gaz est un peu lent par rapport au charbon. Le charbon, considéré comme facilitateur du quotidien de la ménagère, rejoint ainsi les autres produits dans la flambée générale des prix sur le marché. Les produits raffinés vendus à la pompe ne connaîtront pas une envolée des prix en dépit de la baisse des subventions. Ces assurances du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, donnent à s'interroger sur le mécanisme de stabilisation des prix dans ce contexte, les années antérieures ayant été marquées par des hausses des prix consécutives à des baisses successives de taux de subvention. Monique Naossi-Fosso, Armand Pagna. Un apaisement au moment où se dessinait le spectre d'une énième augmentation du prix du carburant à la pompe. Les 2 dernières baisses des subventions ayant induit une hausse de 46,2% du prix de ces produits pétroliers raffinés. La CSPH va rentrer en scène dans la conjonction de la baisse des subventions et maintien des prix à la pompe. Je crois que beaucoup ont vu que le soutien, c'est-à-dire la subvention pour les produits pétroliers baisse. Ils en ont déduit que si elle baisse, c'est parce qu'on va augmenter le prix du carburant à la pompe, mais c'est faux. Pour d'autres experts, la sortie du ministre des Finances suscite espoir et espérance sur l'éventualité d'une baisse progressive des prix du super et du gazole. On a une caisse de stabilisation des produits pétroliers ou des produits d'hydrocarbures qui permet déjà de maintenir les prix, parce que c'est un levier que l'État utilise pour pouvoir maintenir les prix. Et à côté de cela, il y a la structure des prix des produits d'hydrocarbures qui réserve une part aux impôts. C'est possible quand nous voyons les prix sur le marché international. Premièrement, le président américain Donald Trump, réélu, a été clair. Il ne va plus entretenir des foyers de tension dans le monde. Or, ce sont ces foyers de tension qui sont généralement à la base des tensions inflationnistes que nous observons sur certains commodities, au rang desquels donc les produits finis pétroliers. Donc, si la guerre prend un terme en Ukraine, si le désordre dans le Moyen-Orient également baisse en intensité, il est de fortes chances d'espérer que ce prix puisse plonger en dessous de $40, bref, en dessous de $50, comme ça a été le cas en juillet 2014. Allant vers l'arrêt définitif des subventions, l'État va reprendre le prélèvement des taxes sur les 10 produits pétroliers. Je vous l'annonçais en titre, le ministre de l'administration territoriale apporte des clarifications sur les motivations de la suspension de 5 ONG et associations. Face à la presse ce jour, le membre du gouvernement explique que des flux financiers importants, une valeur de 16 milliards de francs CFA et ne justifiant pas de l'objectif de ces organisations et associations ont conduit à la prise des mesures conservatoires, tout en relevant que l'alerte a été donnée par l'Agence d'investigation financière, ANIF. L'opération vise donc à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Plus de précisions avec Joël Diom 3 et Michel Foucault. D'entrée de jeu, le ministre de l'administration territoriale a tenu à élaguer le grief du non-respect des droits de l'homme, tout en précisant les réels motifs de l'arrêté suspendant les activités de 5 ONG et associations. Je ne souhaite pas qu'il y ait de l'amalgame, parce que d'aucuns parlent déjà de restriction de liberté. Non. Ces associations ont reçu, en un temps record, près de 16 milliards de francs CFA, ce qui est déjà une violation des textes. Selon les explications de Paula Tangandi, devant les professionnels de la presse ce 10 décembre à Yaoundé, c'est l'agence d'investigation financière ANIF qui a tiré la sonnette d'alarme sur ces flux financiers en milliards de francs CFA intraçables. Notre démarche vise à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est pour cette raison que les associations et des ONG doivent présenter obligatoirement les rapports d'activité annuels. Un rapport d'activité et un rapport financier. Et le garant de l'ordre territorial de mettre en garde les banques
et promet de sales temps pour les églises de réveil sans autorisation. Les établissements financiers au Cameroun, donc les banques agréées dans le sens de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, ainsi que les établissements de microfinance, n'ont pas le droit de recevoir plus de 500 000 francs CFA sans que le MINAD ne soit au courant. Ces églises de réveil à gauche, à droite, là, je préfère leur dire, commencez à plier bagage. Ce feuilleton est loin de livrer son dernier épisode. Et Maître Alice Kaum appelle le préfet du département du Vouri à renvoyer s'inédier la rencontre initialement prévue ce jour. La présidente du conseil d'administration du réseau des organisations des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale évoque son agenda chargé pour ne pas déférer à la convocation administrative initialement prévue ce 10 décembre à 11h. Maître Alice Kaum rappelle que si une éventuelle rencontre est arrêtée, elle ne dispose d'ailleurs pas de carte nationale d'identité depuis 3 ans. Pour se faire identifier, l'avocate barreau du Cameroun depuis 1968 qu'elle ne dispose que de son passeport comme moyen d'identification. Faut-il rappeler qu'hier, Maître Alice Kaum a brisé les scellés imposés sur les ouvertures du REDAC par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er en exécution de l'arrêté du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi portant suspension d'activité du REDAC pour une durée de 3 mois. Le respect des droits de l'homme est diversement apprécié dans la ville de Douala. Les bavures policières, la crise du nord-ouest et du sud-ouest, l'accès limité à l'éducation sont pointés du doigt comme des atteintes aux droits des usagers. Cet état des lieux laisse plusieurs Camerounais dans l'inquiétude alors qu'on célèbre ce 10 décembre la Journée internationale des droits de l'homme. Si certains estiment que leurs droits ne sont respectés, d'autres trouvent qu'ils sont bafoués. Les précisions avec Lessing Pomitia et Stéphane Binac. À la question de savoir si les droits de l'homme sont respectés à la lettre, cet échantillon de Camerounais répond. Même l'eau à boire, tu payes. L'électricité, tu payes. Même s'il faut faire n'importe quoi, tu payes. Pas de moyens pour survivre. À qui tu vas t'adresser? On veut qu'on circule, alors comment c'est ça? Où est donc le droit donc pour nous de l'homme? Parce que j'ai ma carte qui a fait presque 4 ans. Ça n'arrive pas à sortir. Le droit au travail, le droit à l'éducation, le droit à la vie sont les sujets qui irritent plusieurs Camerounais. Le fossé est perceptible entre les tests et leur application. Pour que quelqu'un aime à manger, c'est pas du tout facile. Et même quand tu as, il faut corrompre. Pour le logement, c'est encore plus grave. Certaines situations sont un peu critiques, à savoir, par exemple, la guerre au Nozo. En ce qui concerne également aussi les droits de l'homme, l'actualité qu'il y a actuellement, c'est au niveau de la fermeture du REDAC. On a également beaucoup d'autres bavures. S'il y en a qui ont encore des tristes souvenirs du non-respect des droits humains, le tableau n'est pas que sombre. Moi, je fais mes petits commerces et c'est ça qui me fait vivre. C'est ça qui me donne la liberté. Et quand je viens, je le place, je le vends. Et quand le soleil se couche, je rentre chez moi, je dors. Et je ressors. Il n'y a pas de problème. Ce 10 décembre marque la Journée internationale des droits de l'homme. Elle intervient quelques jours après que 100 organisations non gouvernementales exerçant au Cameroun ont été suspendues par le ministère de l'administration territoriale. Et les droits de l'homme consacrent aussi les libertés politiques. Pourtant, le champ politique, selon nombre d'observateurs, est un terreau fertile aux abus. Au Cameroun, si la loi fondamentale consacre la liberté d'opinion ou d'adhérer au parti politique de son choix, certains portent souvent des griefs dans des pratiques. Voici le regard croisé de Emmanuel Sim, 3e vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, et Benoît Fedio, communicant pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, dans cet élément de Joël Diom 3 et Michel Foucault. Selon le classement 2023 de l'état de droit produit par le World Justice Project, le Cameroun est classé 134e sur 142 pays. Ce classement tirerait la sonnette d'alarme sur le non-respect des droits de l'homme et par ricochet des libertés politiques. C'est le même constat que fait l'avocat et 3e vice-président du MRC, Emmanuel Sim.
l'exercice des droits politiques au Cameroun devient un danger, un vrai danger. On considère des membres de l'opposition comme des mauvaises personnes. On utilise d'ailleurs un mot, je vais dire péjoratif, les opposants, comme si ce n'étaient pas des citoyens patriotes. Benoît Fedieu, communicant pour le RDPC, lui, fait une toute autre lecture de l'environnement politique camerounais. Vous n'avez qu'à témoigner avec la pression, la véracité des débats sur les plateaux de télévision. Il y a autant de partis politiques qui s'expriment différemment, sans pression. Et on ne peut pas également dire que nous sommes au paradis. Sur la question des prisonniers politiques, Emmanuel Sim affirme qu'il en existe bel et bien dans le pays. Lorsque des militants du MRC sont en prison pour avoir osé organiser une manifestation publique qui est pourtant prévue par la loi et qui sont poursuivis après pour des crimes de révolution, des rébellions et le reste, nous disons que ce n'est ni plus ni moins que des prisonniers politiques. Ce que refute Benoît Fedieu. Les prisonniers du MRC, ce sont des prisonniers de droit commun. Quant à nous, nous ne connaissons pas pour le moment qui est de prisonniers politiques au Cameroun. Malgré l'arsenal juridique mis en place par le Cameroun, la question des libertés politiques reste sensible. Et au cours de la cérémonie officielle de la célébration de la 76e journée internationale des droits de l'homme, ce 10 décembre à Yaoundé, le président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun n'a pas esquivé l'actualité relative à la suspension par le ministre de l'administration territoriale il y a quelques jours de 5 organisations non gouvernementales exerçant au Cameroun. La Commission dit avoir pris acte et appelle au respect de l'état de droit. Je vous propose d'écouter James Mwange Kobila au micro de Daniel Anissé-Boudier et Jean-Bernard Tanier. La Commission prend note des 5 arrêtés signés le 6 décembre 2024 par le ministre de l'administration territoriale portant suspension de 3 organisations de la société civile et nullité de 2 autres. La Commission a également pris connaissance de la réaction des organisations concernées qui semblent s'inscrire dans une logique de confrontation avec les pouvoirs publics. Au regard de la complexité des motifs invoqués par le MINAT, en particulier ceux relatifs aux ressources et à la gestion financière des organisations sanctionnées, la Commission recommande à toutes les parties prenantes d'inscrire rigoureusement leurs actions dans le cadre du respect scrupuleux de l'état de droit. Du live à présent dans ce journal. 15 jours nous séparent désormais de la fête de Noël. À Douala, plusieurs carrefours et rues de la ville traînent encore le pas en matière de décoration. L'absence de guirlandes et autres accessoires contribuant à embellir la cité en ce mois de décembre manque encore à l'appel. Voici le reportage de Cyril Kwakam et Thierry Dana. À une dizaine de jours de la fête de la Nativité, Francky est inquiet. Autour de lui, tout est pâle. La ville de Douala, selon lui, n'est pas concernée par les festivités. Je trouve que la décoration n'est pas comme les années antérieures. Je ne vois rien, il n'y a rien à signaler. Vraiment, je ne sens pas la fête venir. Depuis le 1er décembre, ça devait être fait. Que vous soyez au Pont Dios ou au marché des fleurs, aucune décoration visible, sauf cette plaque au lieu d'Ibeseke, vieille de 2020. À l'époque d'Intoné, c'était un peu mieux décoré en ce moment-ci comme ça. Mais nous voyons finalement rien, c'est comme si la ville est carrément morte là comme ça. Rien n'est décoré, n'est-ce pas, dans la ville. Comparé à d'autres villes, Douala traîne encore le pas. Dans d'autres villes comme Yaoundé, Bafoussam, c'est plus beau. On a pour ça que le gouvernement mange vraiment l'argent. Passe à quoi est naze, pas de décoration, tu passes à Bonanjo, c'est un peu passable. Douala, c'est une sale ville parce que à Douala, on peut pas la ville. Une capitale économique comme Douala, normalement, ça devait être propre, accueillant pour les fêtes. Une situation déplorable que tente d'expliquer un habitant dans l'arrondissement de Douala 5e. Comme si il n'y a pas d'argent apparemment. Les gens, c'est un peu dur pour tout le monde. Parce qu'avant, nous on se rappelle,
Après le 10 décembre, on sentait vraiment l'effervescence de la fête. L'absence de décoration dans plusieurs grands carrefours et ronds-points de la ville ne participe pas pour certains à leur épanouissement. Ils espèrent une réaction des autorités compétentes dans les jours à venir. À l'étranger, au Tchad, la France débute le retrait de son arsenal militaire. Au Kenya, une manifestation anti-féminicide a été dispersée par la police. Et en Syrie, les rebelles nomment un chef du gouvernement transitoire. Titi Freeman, Ludovic Gomsi, Escalmande. La France a fait décoller les 2 avions de combat Mirage qu'elle avait stationnés au Tchad ce mardi, marquant ainsi le début du retrait de ses forces militaires du pays. Les 2 Mirage 2000D ont décollé cet après-midi à la base française de N'Djamena après que les forces militaires tchadiennes soient venues leur faire leurs adieux. Ils sont retournés à la base aérienne française de Nancy dans l'est de la France. Selon le porte-parole de l'armée française, les négociations se poursuivent avec les autorités tchadiennes pour déterminer comment et quand la France pourrait retirer d'autres membres de sa force de 1000 hommes au Tchad et si tous ou seulement certains d'entre eux partiraient. La police kenyane a lancé des grenades et des lacrymogènes ce mardi sur des centaines de manifestants contre la violence sexiste dans la capitale Nairobi et a arrêté un nombre indéterminé de personnes. Les manifestants qui scandaient « Stop au féminicide » ont été dispersés par la police dans un parc public où ils étaient rassemblés et se sont ensuite livrés à des batailles rangées dans les rues. Plusieurs manifestants ont été blessés. Le Kenya connaît une épidémie silencieuse de violences sexistes. En octobre, la police a déclaré que 97 femmes avaient été tuées depuis le mois d'août, la plupart par leurs partenaires masculins. Mohamed al-Bashir a annoncé ce mardi 10 décembre, dans une déclaration télévisée, avoir été nommé Premier ministre d'un gouvernement de transition en Syrie, et ce, jusqu'au 1er mars 2025. Il était jusqu'ici président du gouvernement du salut syrien, l'effectif proclamé à Idlib par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham. Il était pressenti depuis quelques jours pour prendre les rênes du gouvernement et avait participé lundi soir, dans un hôtel à Damas, à une réunion entre le leader du HTS et le principal leader de la rébellion, Abu Mohamed al-Joulani, avec l'ex-premier ministre de Bachar al-Assad, Mohamed al-Jalali. Le Paris mutuel urbain camerounais fait des heureux gagnants dans le septentrion. Durant cette campagne, les parieurs vont bénéficier de voyages gratuits et des tablettes, entre autres. Et Yaoundé, en fait, grâce à MTN Cameroun et sa campagne MTN 237 Boss, la soirée du 6 décembre dernier a été particulièrement animée à Yaoundé, où les tout premiers gagnants de cette super campagne ont été célébrés. Une première cuvée portée en triomphe et résolution des litiges entre le consommateur et le fournisseur de l'énergie électrique au Cameroun. C'est le titre de cet ouvrage qui s'emploie à recenser les modèles de résolution des conflits avec des cas pratiques, mais surtout dégager des propositions pour améliorer le système. L'ouvrage de plus de 400 pages paru aux éditions L'Harmattan porte la griffe du professeur d'université Alain Georges Bessala. Il est désormais propriétaire d'une moto. Augustin a remporté cet engin flambant neuf au Paris mutuel urbain camerounais. C'est avec joie qu'il reçoit solennellement son gain au quartier Doualari à Garoua, à l'endroit même où il a fait ses jeux. Avant, je marchais à pied ou soit je prends la moto en roue pour faire mes courses, mes activités. Mais comme je remercie au policier que j'ai reçu pour cette moto derrière la moto, ça me permet de faire mes déplacements ou soit de faire mes courses, ça me permet de faire. Donc, je remercie lui pour ça. La vendeuse porte-bonheur de notre sacré Vénard, elle aussi, ne cache pas ses émotions. J'étais tellement fière
tellement ému que je ne sais quoi dire. C'est là où j'ai appelé mon responsable. Il dit que monsieur, on a retrouvé le ticket, le parier. J'ai pris le ticket, j'ai filmé, j'ai envoyé. On me dit effectivement ça. Donc je suis tellement très heureuse que cette moto a été tirée chez moi. Ambiance similaire au quartier d'Omayo à Marois. La campagne de fin d'année au PMUC permet aux parieurs de gagner doublement. Monsieur Bayan, gagnant à l'extrême nord, revient sur les circonstances de son gain. Quand tu fais un jeu de 1000 francs, il faut garder ce ticket. J'ai joué un jeu de 1000 francs, c'est pour gagner les 650 millions. Comme je n'ai pas gagné, j'ai gardé le ticket, comme ils sont dit. Bon, après, j'ai reçu un appel inconnu. Ils m'ont appelé que votre numéro a été gagné une moto à Marois. Et je le confirme, ces motos-là aujourd'hui. Le mois de décembre s'annonce encore plus fructueux avec cette vendeuse du quartier d'Omayo. Je suis content, je suis très heureux. J'ai fait beaucoup de gagnants dans mon casque. Et le mois de décembre aussi, je souhaite aussi beaucoup de gagnants. Le Grand Nord s'en sort bien avec cette campagne de fin d'année, une satisfaction pour les responsables du PMUC dans cette partie du pays. Il y a eu des gagnants dans tout le pays, mais le sentiment est beaucoup plus grand parce que la région dont nous avons la responsabilité a connu aussi un gagnant. Et si on regarde tout le Grand Nord en général, nous en avons eu 2. Je pense que nous ne pouvons être qu'heureux face à une situation comme celle-là. La campagne se poursuit et offre des lots multiples tels que des voyages gratuits à Kribi, des laptops, des tablettes entre autres. Nous invitons comme ça nos parieurs à saisir l'occasion du mois de décembre pour gagner également doublement, gagner au PMUC et gagner également les lots qui sont mis en jeu. Le pari mutuel urbain camerounais fait des millionnaires au paris hippique et sportif depuis plus de 30 ans déjà. À peine commencée, la campagne MTN 237 Boss livre ses premières étincelles. Déjà 4 gagnants enregistrés, les tout premiers à recevoir des lauriers. Ils entrent en possession pour 3 d'entre eux de tricycles et pour Quinta Amangue, l'élu de ce 6 décembre 2024, d'un pick-up flambant neuf. Nous sommes très heureux d'avoir accueilli aujourd'hui notre heureuse gagnante qui vient de partir avec un pick-up. Et nous voulons simplement attirer l'attention de nos abonnés, de nos chers abonnés, que nous sommes avec eux. Au quotidien, nous pensons changer leur vie. Il y a quelques années, nous avons commencé avec des véhicules, nous avons offert des terrains, nous avons offert des villas, nous avons partagé 1 milliard et aujourd'hui, nous avons 237 véhicules à distribuer à nos chers abonnés. Célébration en grande pompe par MTN Cameroun qui démontre ici son bonheur et sa satisfaction de contribuer à l'accomplissement de jeunes Camerounais qui devraient, grâce à l'investissement de l'entreprise leader de la téléphonie mobile, pouvoir se réaliser. Dans la vie de tous les jours, je suis coiffeuse, mais à côté de cela, j'ai d'autres activités. Le pick-up devrait donc me permettre non seulement de déplacer mon matériel, mais également de me déplacer moi-même. Je vais utiliser ça dans mon activité commerciale qui est un restaurant mobile et pour mes champs. Bon, le tricycle peut me servir à porter mon matériel quand je fais les achats, les tuyaux, je mets directement derrière mon tricycle et je conduis au chantier. Pour être de vrais boss, quoi de mieux que ces véhicules utilitaires, le NEC Plus Ultra pour des entrepreneurs en herbe. C'est pour participer en fait au développement des communautés, amener nos abonnés à faire un petit quelque chose qui va leur permettre d'accroître leurs revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. Pour suivre la lancée de ces pionniers, le code est simple, procéder à des transactions sur le meilleur des réseaux. Il suffit simplement de faire soit un forfait d'un minimum de 237 francs, soit faire un transfert mobile money d'un minimum de 237 francs, activer un bonus, un forfait ou un forfait data ou un forfait appel de 237 francs, ou alors faire par le étoile 126 dièse
un retrait d'un minimum de 5 237 francs. Notons que la fête a été belle au marché Oyoma Banga Yaoundé. La soirée de folie a également été le cadre d'un show culturel au cours duquel plusieurs artistes se sont succédés, à l'instar de l'icône Ken Godefroy, le roi du Samali. Un ouvrage sur la résolution des conflits entre consommateurs et fournisseurs de l'énergie électrique au Cameroun, au vu des grincements de dents suscités par la fourniture de l'énergie électrique dans le pays, il fallait y penser et le professeur Alain-Georges Bessala l'a fait. En plus de 400 pages, la pensée est robuste, structurée en 2 parties, soutenue par des titres et argumentée par des chapitres, après chaque partie une conclusion, comme pour éclairer le lecteur. Nos analyses, nos études nous ont amené à constater que, contrairement à certaines affiches, le consommateur de l'énergie électrique au Cameroun sent comme un orphelin. Mais lorsqu'on parle de la résolution des litiges ici on implique les 2 parties, à savoir aussi bien le fournisseur de l'énergie électrique que le consommateur. Par moment également, le fournisseur de l'énergie électrique fait face au comportement parfois déviant des consommateurs. La dédicace de ce 31 octobre à Yaoundé est l'occasion pour le public venu nombreux de mieux cerner les enjeux d'un tel livre grâce aux interventions des membres du panel. Le professeur Jean-Paul Mbia, représentant du professeur Jacques Famendongo, auteur de la préface, relève la démarche de l'auteur. Il apparaît un certain nombre d'espaces du champ des sciences sociales pour arriver sur les sciences juridiques et dégager donc 2 problématiques majeures en réalité. La recherche documentaire, l'analyse, l'exposition des faits, mais surtout l'écriture dans un style simple et épuré rendent intelligible ce livre. Ce n'est pas un ouvrage à lire, c'est un ouvrage à exploiter. Je peux vous dire qu'à titre personnel, cet ouvrage va être un de mes livres de chevet, d'accord, un de mes livres de recherche, c'est pour, je tiens à le dire, pour les praticiens. Cerise sur le gâteau, Alain-Georges Bessala, l'auteur de l'ouvrage « La résolution des litiges entre consommateurs et fournisseurs de l'énergie électrique au Cameroun », loin de se limiter à l'exposition des faits, propose. Les collectivités territoriales décentralisées soient associées au traitement des litiges, qu'on puisse traiter, planifier et ramifier le litige dès la base en associant la société civile, les associations de consommateurs d'énergie et tous les opérateurs. Le public n'a pas boudé son plaisir d'acquérir cet ouvrage en vente aux éditions L'Harmattan sur les plateformes digitales et d'autres circuits officiels au prix homologué de 35 000 francs CFA. Et c'est ici que s'achève cette édition du 19h50. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.